Je vous retrouve pour la suite de ma vidéo que du coup j'ai divisée en deux parties parce que c'était vraiment long. Sur le bilan que je fais actuellement, donc 5 romans en 1 an et demi. Et donc là, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de pourquoi ce bilan, de ce qui en ressort en fait de ces 1 an et demi d'écriture et des 3 premiers romans. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 autres romans pour terminer ma liste des 5 romans en 1 an et demi et de ce qui va suivre derrière. Juste, j'aimerais vous dire avant ça, pour compléter un petit peu ce que j'ai commencé à dire dans la première vidéo, par rapport à tout ce que ça m'apporte d'écrire. En fait, effectivement, comme je vous le disais, je pense avoir trouvé ma raison d'être. C'est un grand mot, hein, on va dire ça comme ça, c'est voilà, parce que je pense pas qu'on soit fait que pour une seule chose. Euh, mais pour moi, c'est ma façon d'aimer le monde et de lui transmettre de l'espoir. C'est ma façon de m'émerveiller. C'est un peu comme un langage d'amour aussi. Je ne peux pas dire que écrire soit entièrement ma raison d'être. Il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles je suis sur cette terre. Certaines que j'ai comprises et découvertes, d'autres que je vais mettre des années à comprendre et à découvrir, peu importe. Mais par contre, j'ai vraiment, depuis 1 an et demi où j'écris, je me sens à ma place. Et ça faisait des années que je me sentais pas à ma place. Alors je vis certaines guérisons intérieures, je vis certaines transformations, je vis... voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, l'écriture me transforme autant que j'espère apporter une petite transformation chez le lecteur. Pour en revenir à ma liste, donc les 3 premiers romans que vous avez vus, Les Déboussolés Anonymes, Diana et les 3 tribus, Le Ballon de la Paix. Le 4e roman que j'ai écrit en 2 mois, d'une traite. Pas d'une traite, parce que j'avais commencé les 2 premiers chapitres. Mais par contre, à partir du moment où je m'y suis remis, 3 mois après, c'était d'une traite. Ces vieilles amitiés ne craint pas la rouille. C'était mon premier roman jeunesse. Pas jeunesse, young adulte. Où on suit, donc là c'est une lycéenne, mais vraiment l'objectif c'est les questionnements et les choses, les épreuves, les choses que peuvent vivre les jeunes adultes, donc les lycéens, les étudiants et les personnes qui sont dans la vie active pour le début. Donc c'est pour ça que la tranche est assez large, on va dire entre 15 et 25 ans. Moi je sais que je suis pas, j'ai 32 ans, mais j'adore lire ce genre d'histoire. Il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent en fait. Et en fait, alors c'est un constat que j'ai fait, c'est que je trouve qu'il y a énormément de lecture pour les jeunes adultes qui est ciblée sur beaucoup sur le fantasme. Le fantasme principalement sexuel, mais pas que. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je trouve ça très très réducteur. Je sais que c'est un domaine qui commence à prendre énormément d'ampleur à cet âge-là, parce qu'il y a cet éveil à la sexualité, il y a le corps qui change, il y a tout dans le cerveau, voilà. Je veux dire, on a été conçus aussi pour à un moment donné être des personnes reproductibles, donc voilà, il y a ce qui se passe dans le corps, il y a ce qui se passe dans les pensées et tout ça, mais je trouve ça triste parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, la jeunesse, à part les histoires d'amour ou les histoires de cul, il y a pas beaucoup de... En fait, il y a énormément de passion, mais de passion dévorante, c'est-à-dire même dans les relations amicales, même dans les premiers projets qui sont décrits dans ces histoires que je lis beaucoup, il y a quelque chose de dévorant et du coup de destructeur. C'est trop impulsif, c'est trop violent. Peu importe l'émotion, c'est violent et ça... Et je trouve il y a peu d'histoires. Il y en a des magnifiques que j'ai lues, mais il y a peu d'histoires qui éveillent à quelque chose de plus, justement, de plus se poser, de plus apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, apprendre à avoir des projets qui ont un sens, d'abord pour soi, mais pour les autres, où on se tourne vers les autres. On n'est pas égocentré. Normalement, l'égocentrisme, c'est quand on a 5 ou 6 ans. Enfin, c'est les petits jusqu'à 5 6 ans. Justement, après, l'enfant, il se détourne de lui-même pour découvrir qu'il y a des gens autour de lui et que ses besoins ne sont pas plus importants que ceux des autres et qu'on doit combiner tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est décrit dans les histoires pour la jeunesse, c'est très égocentré. Je sais pas si ce mot existe, hein, mais... Et égocentrique, en tout cas, ça c'est sûr. Et moi, ça me fait de la peine parce que
je me revois à cette époque, hein, je me revois à cette époque et je sais que je vivais les choses de manière très intense, beaucoup plus passionnelle, c'est-à-dire que, mais dans tous les sens du terme, beaucoup plus dramatique, un chagrin était dramatique. J'étais fleur bleue. S'il y avait un truc qui m'émouvait, je trouvais ça super romantique. C'était du romantisme, mais à outrance. Et ça se maîtrise difficilement parce que c'est les émotions, c'est les hormones, c'est tout ça qui est en chamboulement. Donc je remets pas ça en question, mais au contraire, je trouve que c'est des histoires où on apprend. C'est pas qu'on apprend, je suis pas là pour apprendre aux jeunes à faire les choses, mais où on leur permet de découvrir qu'il y a une façon plus poser, de vivre les choses et que malgré ce tumulte, ce truc, ces tourbillons émotionnels qui les traversent et tous ces trucs, ben, il y a autre chose quoi. Dans la vie, il y a autre chose. Ils peuvent avoir des rêves, ils peuvent être tournés vers les autres, ils peuvent vivre des situations joyeuses et paisibles sans que ce soit tout le temps dans l'excès en fait. Et je trouve aussi que la jeunesse soit elle est stigmatisée en disant ouais mais les jeunes c'est des fainéants etc. Soit on les laisse tranquilles un peu ouais mais qu'ils fassent leur vie, qu'ils fassent leurs expériences etc. Et je trouve qu'il y a difficilement un juste milieu où justement on les inclut dans la vie active, dans la vie d'adulte, où on les accompagne, on est là en tant qu'adulte déjà plus posé, plus mature, comme des modèles et euh, et où en fait on les encourage à vivre des choses belles qui vont rester plus tard, où c'est pas juste l'intensité du moment présent qui compte, c'est ce que ça va leur apporter pour leur être intérieur leur être même extérieur, même leur enveloppe corporelle, euh, leur construction de leur identité et de qui ils sont, toute cette découverte en fait. Et moi, c'est ça que j'ai eu envie de faire avec Vieille Amitié ne craint pas la rouille, c'est d'aborder des thématiques difficiles comme le deuil, comme le suicide, comme la, la reconstruction et comme le fait justement de ne pas être focalisé sur soi, mais de se tourner vers les autres. Et tout en ayant une histoire qui s'adapte au contexte actuel. Euh, voilà, l'objectif c'est pas de vivre à côté de ce monde. Les jeunes vivent dans ce monde-là, mais on peut vivre dans ce monde-là sans devenir fou comme ce monde en fait. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre dans Vieille Amitié ne craint pas la rouille. C'est un texte qui m'a énormément... En fait, moi j'aurais aimé avoir ce genre d'idée à l'âge de mes personnages, à l'âge de Yuna par exemple. J'aurais aimé avoir cette folie, j'avais cette folie, quoique, faudrait que je vous raconte une histoire, un de ces quatre aussi. J'avais cette folie créative, on va dire. À cette époque-là, je l'avais encore. Euh, J'avais un peu cette joie que j'avais beaucoup perdue. Je vous en parlerai une autre fois. Euh, mais j'avais pas ces idées. Mes idées étaient trop sur moi. J'avais hein, des idées pour les autres, mais c'était trop sur moi. Or, là, mes personnages ont des idées pour eux, mais des idées pour se faire grandir, mais pour distiller, éparpiller de la joie autour d'eux, la famille, les amis, et même des inconnus. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est de se dire, bah, ouais, des ados qui ont des idées de défis, il y en a plein, mais quand je lis les listes des trucs, je me dis, bah, si c'est ça les défis, en fait, c'est triste. Parce que c'est soit du plaisir éphémère, j'ai rien contre le plaisir éphémère, mais qui parfois même est potentiellement dangereux, style je sais pas moi, se faire une soirée et boire jusqu'à perdre connaissance et plus se souvenir de ce qui s'est passé la veille, ou aller à une rêve party puis ressortir avec les tympans explosés, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que ces choses-là, il faut pas les expérimenter, hein, je suis pas là pour juger, mais c'est juste que quand j'ai lu certains trucs, ou alors c'est des choses où ils dégradent les... Tu sais, c'est les défis un peu cap, pas cap, mais où il y a une notion de... soit on se moque de quelqu'un, soit on va un peu dégrader, ouais mais ça va, c'est pour la blague, ouais mais... Et en fait je trouve ça triste d'être créatif que pour des idées stupides. Et j'avais envie de donner aux jeunes l'ouverture de cette créativité qui peut en fait mener à l'émerveillement et à quelque chose de génial. Donc, Vieille amitié ne craint pas la rouille, je l'ai écrite,
J'avais eu l'idée donc l'année dernière, mais je l'ai vraiment écrite en début d'année là. Et donc c'était pour participer au concours Hachette Jeunesse. Ce qui est génial, c'est que mon histoire a été repérée par le comité lecture Hachette pour être parmi les 5 demi-finalistes. Après, ça a été soumis au vote. Alors, c'était les 3 qui avaient le plus de votes qui sont allés en finale. Je n'ai pas eu je n'ai pas eu assez de votes pour être dans les 3 premiers. Par contre, j'ai eu des retours extraordinaires de d'adultes. En fait, c'est ça qui est fou, c'est de voir des adultes qui ont aimé ce genre d'histoire. Moi, j'ai aimé l'écrire, j'ai pleuré, j'ai ri. Et de voir que d'autres m'ont dit avoir vécu ces choses-là en même temps. Avec mes personnages qui pourtant ont 17 ans. Enfin, même ils ont 15 ans au début de l'histoire. Voilà, je trouve ça extraordinaire et en fait ça m'a énormément plu. Et d'avoir eu cette petite reconnaissance de la part du comité lecture d'Hachette pour être parmi les 5, il y avait quand même 400 ouvrages. Ça m'a fait quelque chose, j'avoue. Ça m'a fait quelque chose. Après, il a fallu digérer le fait. En fait, j'ai compris très rapidement. Au bout d'une semaine, j'ai compris que je n'irais pas en finale parce que l'écart s'est creusé très très vite. Et l'objectif, c'était pas de harceler mon entourage pour qu'ils votent. Il y a eu des personnes, j'ai eu un fan club de dingue de la part de certaines personnes. Et je les en remercie. Franchement, ça m'a énormément touchée. Mais donc, j'ai très rapidement compris que j'irais pas plus loin pour pour ce concours. Le texte qui a gagné était mon texte favori en tant que lectrice. Donc, je suis super contente. Je vous encourage à aller le lire. Et puis il va sortir en version papier l'année prochaine. Ça s'appelle De l'autre côté de la rue, je crois. En tout cas, ça met à l'honneur une étudiante qui a la vie assez facile, avec un... Enfin, assez facile. Oui, on va dire dans un contexte plus aisé, sociologiquement parlant. Euh, et puis un gars qui vit dans la rue. Et c'est tout, les préjugés, etc. Vraiment, vraiment, je vous encourage à lire cette histoire, elle est vraiment bien. Et pour l'instant, cette histoire, je ne l'ai pas modifiée. J'attendais l'annonce du résultat. Je vais sûrement contacter des maisons d'édition qui ont une ligne éditoriale spéciale Young Adult Jeunesse euh, pour pour ce roman. Et c'est, en fait, il y a 2 histoires. Les 2 histoires qui m'ont le plus plu à écrire, c'est celle-ci. C'est Vieille amitié ne craint pas la rouille. Et la dernière, dont je vous parle maintenant, qui est Après le silence. C'est les 2 histoires où vraiment, ouais, il s'est passé quelque chose pendant l'écriture. J'avais l'impression de mettre mes tripes sur la table. Pourtant, dans Vieille amitié ne craint pas la rouille, il y a très peu de moi, de mon histoire, de mon expérience, d'idées que j'aurais pu avoir. Et non, en fait, on peut pas vraiment se dire que l'auteur s'est inspiré de sa vie pour écrire cette histoire. À part l'histoire du suicide, qui là, malheureusement, est basée sur quelque chose de vrai, que j'ai vécu de loin. Euh, je dis ça parce que je veux pas m'attribuer à une quelconque sympathie, alors que la famille qui a vécu cette chose-là, ça a été dramatique. Mais je pensais pas qu'un jour, en fait, je m'étais posé la question d'écrire une chanson sur ça. À l'époque, quand c'est arrivé, j'étais très jeune et j'avais eu envie d'écrire un texte, mais j'ai jamais réussi à mettre ce que je ressentais sur le papier. Et dans cette histoire, j'ai réussi un peu à le transmettre, mais sans être dans l'aspect désespoir. En tout cas, j'espère. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment une histoire qui m'a plu. Donc cette histoire, j'y crois et je vais la proposer. Je sais pas quand, je sais pas dans quel contexte, mais je vais la proposer à des maisons d'édition. Et puis la dernière histoire, c'est Après le silence, donc mon 5e roman, Après le silence. Je vous en ai parlé parce que je me suis rasé la tête. Je vous ai expliqué le lien entre Cella, mon héroïne de cette histoire, et le fait qu'elle ait le crâne rasé, qu'elle vive en van, qu'elle fasse du violoncelle, etc. À l'époque, donc j'avais déjà cette histoire et puis je l'ai écrite je l'ai un peu adaptée en fait parce qu'il y a eu un concours sur Fixiac, il y avait une édition papier à la clé et moi je vise les éditions papier parce que bah, c'est une chance incroyable d'être édité en version papier, d'avoir un livre qu'on peut porter dans les mains comme ça. Et, euh, et en fait le concours c'était, la thématique c'était sorcière, il fallait écrire une histoire autour d'une femme forte
qui peut être considérée comme une sorcière, soit une vraie sorcière, donc on pouvait écrire une histoire dans un univers avec même réaliste d'aujourd'hui, mais avec quelqu'un qui fait de la magie, ou voilà, ce genre de choses, ou chaman, ou peu importe, tant qu'il y avait cet aspect magique surnaturel. On pouvait faire une histoire dans un autre monde avec de la sorcellerie, et on pouvait faire une histoire qui s'inscrive dans un contexte d'aujourd'hui réaliste, sans, en fait, où la sorcière, on va dire, c'est plus la peur des gens qui vont stigmatiser la personne en tant que sorcière parce qu'elle a un fonctionnement différent, et du coup les gens tout de suite mettent des étiquettes et ont des a priori, mais en gros il y a rien de magique, de sorcellerie en tout cas. Et donc j'avais un peu adapté mon histoire de manière à ce que c'est là, comme elle a un mode de vie particulier, et qu'il se passe aussi certaines choses quand elle joue de la musique et dans la façon dont elle vit sa foi et dont elle suit euh, son Dieu, il y avait des choses qui pouvaient être assimilées à ça. Donc je l'avais adapté comme ça. Euh, j'ai écrit la fin de l'histoire que j'avais publiée sur Fixia parce que je voulais que les personnes aient la fin. Ça reste quand même un feel good, hein, euh, où on suit la reconstruction d'un artiste, Matteo, qui n'entend plus la musique, et suite à un événement particulier. Et en fait, il est en train d'essayer de se reconstruire, et cela participe à sa guérison et à sa reconstruction euh, au niveau de l'intérieur, et puis bah, du coup au niveau physiologique, puisque, enfin physiologique, c'est pas comme s'il avait physiquement, il a rien qui empêche d'entendre la musique, mais ça a créé quelque chose qui fait qu'il n'entend plus la musique. Donc ça va revenir petit à petit. Et je voulais offrir la fin à mes lecteurs. Et c'est une histoire où je crois que c'est la première fois où j'essaye de mettre autant de poésie, parce que c'est quelque chose que j'aime, et puis parce que c'est aussi autour de la thématique de la musique, et que c'est une thématique qui, moi, m'est très chère. Donc voilà. Et donc j'avais mis la fin sur Fixia en me disant que Fixia organise de temps en temps ce qu'ils appellent un Word Camp, où on peut s'inscrire, et si tu es choisi, tu peux retravailler ton texte, ton roman, qui est un roman qui a participé à un des concours précédents. Et en fait, toutes les semaines, tous les jours, tu as un objectif précis, et tu as une petite communauté qui se crée pour s'entraider, etc. Et donc c'est un énorme boost pour améliorer son texte. Et donc je m'étais dit que j'inscrirais mon histoire, j'aurais aimé participer à un WordCamp, pour pouvoir offrir une version vraiment retravaillée de cette histoire. Et derrière, avec Fixia, en fait, on peut s'auto-éditer en numérique. Et je m'étais dit que j'allais faire ça. Et là, Fixia a annoncé, il y a quoi, il y a 3 semaines, peut-être 15 jours, 3 semaines, un nouveau concours, du même style que le concours sorcière l'année dernière, ouvert à tout type de catégories d'histoire, donc autant science-fiction que fantasy, que réaliste, que feel good, etc. Que thriller aussi. Une édition papier à la clé, et là le thème c'est Dieu et déesse. Et comme c'est là, elle a une relation particulière, comme je vous l'ai dit, avec son Dieu, euh, son créateur, son père, j'avais envie. Je suis pas trop. En fait, j'ai essayé de pas être trop. Comment dire? J'ai lu des romans, feel good, où il y a cette notion de voyance, de tirer les cartes, euh, des choses un peu paranaturelles, je sais pas comment le définir. Euh, et tout le monde est un peu à l'aise avec ça. Les choses comment dire, de l'hypnose, du chamanisme, voilà, des expériences comme ça, tout ce qui est New Age, tout ce qui est asiatique, tout ce qui est, voilà. Les gens sont très très à l'aise avec ça, et ça les choque pas du tout. Euh, Au contraire, ils sont même friands, hein, là, beaucoup de lecteurs sont friands de ce genre de choses, et se l'appliquent même à eux-mêmes. Et moi, je voulais montrer que une personne qu'on définirait aujourd'hui de chrétienne peut vivre des choses aussi euh, un peu surnaturelles, voire beaucoup surnaturelles, mais qui sont explicables pas que par la, comment dire,
pas que par ouais, si tu veux y croire, c'est ok, mais non, qu'il y a vraiment un vécu. Et en fait, c'est là je lui ai donné ce rôle-là, parce que je voulais montrer que même les personnes qui se disent engagées dans la foi, plus classique, comme on pourrait le dire, vivent des choses qui sont pas du tout ringardes, qui sont pas du tout de la religiosité avec des dogmes et des machins comme ça, et oui, il y a quelque chose de vivant. Et je voulais montrer au travers de celle-là qu'elle vivait une relation vivante avec l'Éternel, celui qu'elle appelle l'Éternel, qui est donc Dieu. Mais en même temps, je voulais pas être trop, comment dire, intrusive, je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que il y a très peu de personnes qui abordent ce sujet-là, cette notion de la foi, de cette façon-là, dans un roman. Et je sais que sur Fixia, j'ai perdu des personnes à certains moments. J'aurais parlé de sorcellerie, de vraie sorcellerie, dans notre monde aujourd'hui. J'aurais parlé de quelqu'un qui aspire le feu, euh, quelqu'un qui fait du magnétisme, quelqu'un qui fait de la méditation profonde et qui permet de créer des liens d'âme comme ça aurait été cool, tout le monde aurait accepté, mais à partir du moment où j'ai dit que c'est là, elle priait Dieu et qu'elle croyait au nom de Jésus pour guérir les miracles, alors là, je sais que j'ai perdu du monde. Et j'ai trouvé ça très dommage parce qu'en fait, c'est une réalité que vivent beaucoup de personnes aussi et c'est des choses que n'importe qui peut expérimenter. Et j'avais envie, sans imposer. Alors attention, parce que c'est pas celle-là qui impose son truc. Tout est raconté au niveau du regard de Matteo. Et Matteo, lui, ne croit pas ni en Dieu ni en Jésus. Il a suivi cours de caté étant enfant parce qu'il est franco-latino. Donc sa mère qui est mexicaine, c'est très ancré dans la tradition, c'est très culturel. Mais pour lui, c'est des bondieuseries, pour lui, c'est de la religion, pour lui, c'est voilà, c'est des trucs qui enferment. Et en fait, c'est là, elle le confronte parce qu'elle vit sa foi d'une façon, non seulement il n'a jamais vu ça, mais ça soulève énormément de questions. Il ne sait pas quelle est la part de elle délire et la part de peut-être que ce qu'elle vit, je peux le vivre aussi, c'est pas si fou. Mais j'étais vraiment comme ça dans mon histoire. Donc les passages où c'est là, elle raconte un peu de ce qu'elle vit sont bien là, mais pour expliquer certains trucs, mais je m'alourdissais pas dessus. Et là, avec le concours Dieu et déesse, ça ouvre le champ des possibles. Et en fait, j'ai envie de réécrire cette histoire pour permettre d'aller plus en profondeur sur la vision de Céla, de vivre sa foi et sa relation avec Dieu, parce que en fait, sur ce que vit Céla, il y a énormément de moi, de ma conception de la foi, et moi, je mets vraiment en opposition la religion et la relation. Et pour moi, la religion, c'est des règles, c'est des il faut pas, sinon il va se passer ci, voilà. C'est très, c'est très intellectuel. Que la relation, c'est quelque chose de vivant. Et l'un ne s'oppose pas forcément à l'autre dans le sens où on peut avoir des notions intellectuelles, on peut faire de la théologie, on peut se nourrir de ces choses-là au niveau de sa tête, si on le met en pratique et si on le vit. Mais là où c'est là est différente et où j'avais envie, voilà, c'était de pas m'apesantir sur la théologie, parce que c'est là, le personnage que j'ai créé, elle vit ça depuis pas très longtemps, donc elle met les mots qu'elle pense collés avec ce qu'elle vit, mais elle n'affirme rien. Elle va pas dire c'est comme ça, moi j'ai compris ça. Non, elle en est en fait son cheminement avance. Elle a toujours énormément de questions et en fait, c'est ça que j'avais envie. Pour que chaque lecteur puisse se poser les questions en même temps que c'est là et suivre un peu une partie du chemin que moi j'ai fait, de ce que j'ai vécu avec Dieu. Et ouvrir le champ des possibles à autre chose que ce qu'on met derrière l'image de Dieu, justement, ou de la foi chrétienne. Tous ces trucs, parce qu'on a tous des images mentales, cathédrale, prêtre ou pasteur si on est protestant, hostie, baptême, les prières apprises par cœur. Vous voyez ce genre de choses, les chants un peu... voilà, il y a toujours la même forme de culte, le même schéma, euh, les chants, la prière, la personne qui va parler et apporter un message, voilà. Et
En fait, moi, j'avais envie de casser tout ça, tous les stéréotypes qu'on a, et de proposer quelque chose, une façon de vivre sa foi, qui est beaucoup plus, comment dire, directe déjà, sincère, même dans les erreurs et dans les doutes, et qui est en fait qui est accessible à tous ceux qui ont envie. Et voilà, c'était ça que j'avais envie de faire avec Céla. Donc c'est toujours sous le regard de Mathéo, avec son interprétation à lui, mais dans les dialogues, je donne quand même la part à Céla d'exprimer quand même en fonction des questions que pose Mathéo. Donc je suis en train de retravailler ce texte à fond les ballons pour coller à la thématique Dieu et déesse de Fixia. Et donc le concours commence, je crois que c'est demain. L'heure à laquelle je fais cette vidéo, vous verrez cette vidéo, le concours aura déjà commencé, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de lire soit le début de l'histoire pour la première fois, soit de lire le début de l'histoire revisité, puisque maintenant c'est vraiment... par exemple, j'ai créé un prologue qui n'existait pas et vraiment, en fait, là, je mets énormément de moi dans cette histoire. Pas dans ce que c'est la vie, dans l'épreuve, si vous avez lu l'histoire de pourquoi. Parce que c'est là, elle supporte pas le contact physique. Donc si vous avez lu l'histoire, ou en tout cas si vous lisez l'histoire plus tard, j'ai pas vécu ce que c'est là a vécu. Son traumatisme, je ne l'ai pas vécu. Le traumatisme de Mathéo non plus. Mais par contre, dans sa manière à Céla de vivre sa foi, il y a énormément de moi et je repense énormément à cette phrase que disent beaucoup d'auteurs qui est que on ne peut parler et écrire que ce qu'on connaît. Et oui, il y a des choses qu'on connaît plus ou moins, mais il y a des choses, si on veut pouvoir transmettre l'émotion, si on veut pouvoir transmettre un message qui est fort, on est obligé d'être passé un peu par certaines des choses que vit le personnage. Sinon ça fonctionne pas, sinon on sent qu'il y a un décalage entre ce qui est écrit et le ressenti. Et là on sent que la personne, c'est ses mots, mais c'est des mots qui collent pas forcément à ce que quelqu'un qui aurait vécu aurait mis dessus. Et donc c'est là le pari un peu que je fais avec cette histoire, donc après le silence, c'est de mettre beaucoup de moi. Alors je ne vous dirai pas ce qui est vrai et ce qui est inventé. Ça, ce sera à vous de vous faire. En fait, on s'en fiche, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de trouver votre essentiel derrière, en fait. De trouver ce qui est essentiel derrière cette histoire et de se poser, de savoir si vous avez trouvé quelque chose qui vous drive et vous motive et vous booste et est devenu votre essentiel comme c'est là pour sa relation avec Dieu, parce qu'en fait ça entraîne énormément de choses dans sa façon de vivre et dans sa façon dans ses choix et tout ça. Et ça, j'espère l'amener de manière fluide et compréhensible. Voilà, donc ça c'est mon 5e roman. Donc que vous retrouverez sur Fixia, en tout cas le début vous le retrouverez. Je pense pas mettre énormément de chapitres. Je le retravaille moi de mon côté, mais je pense que je vais m'arrêter à 9 ou 10 chapitres sur Fixia, pas plus, parce que je sais pas ce que je vais faire avec après. Et oui, quand on participe à un concours, on espère aller loin. J'espère que cette histoire retravaillée cette fois plaira à Fixia et donnera envie à Fixia de me donner une nouvelle chance d'aller en finale et potentiellement de leur montrer que le texte et que cette histoire peut les bouleverser. J'espère. C'est le jeu, hein, c'est ce que j'essaye. Après, ça marche pas, c'est pas grave. C'était ma 5e histoire. Et alors du coup maintenant vous vous dites mais qu'est-ce que je fais maintenant? Journal d'écriture. Alors comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de ce bilan, j'ai plus écrit pendant 3 mois. Je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Mais là je me suis remise à écrire. J'ai à nouveau... C'était pas les idées qui me manquaient. Hein. Pendant la phase où j'ai pas écrit, c'était pas du tout parce que j'avais plus d'idées. Alors que c'était ma plus grande peur. C'était une des trouilles que j'avais quand je me suis mise à écrire, c'était de me dire un jour ça va se tarir, j'aurai plus rien à dire et il faudra que je trouve autre chose qui me plaît autant que ça. Mais c'est pas ça du tout. J'ai des idées. J'avais même commencé un roman parce qu'en ce moment je suis sur 2 romans. Alors, si vous avez été sur Fixia, il y a 2 histoires entamées.
qui ne verront pas de fin pour l'instant. Il y en a une qui s'appelle le mausolée de l'humanité. C'était pour un exercice d'écriture. C'est-à-dire que j'ai eu les idées, je sais exactement comment finirait l'histoire, mais je n'ai absolument pas pris de plaisir à écrire cette histoire parce que c'est dans un univers alternatif, post-apocalyptique, et qu'en fait c'est pas du tout le genre d'histoire que j'aime écrire de base. Je l'ai fait pour l'exercice à l'époque, c'était parrainé par Bernard Weber, et il y avait une édition papier à la clé, donc je m'étais dit pourquoi pas, peut-être qu'en fait en démarrant ça va me plaire, et en fait voilà, je vais avoir une illumination. Et l'illumination n'est pas arrivée. Donc je laisse ce projet, les chapitres sont là, voilà, parce que j'ai pas à avoir honte d'avoir écrit, même si aujourd'hui peut-être je les écrirais totalement différemment. Pas de souci, ils sont là, ça fait partie du processus d'écriture. La deuxième histoire s'appelle Et maintenant. Et celle-là, elle a participé au concours du roman de l'été dernier, enfin sur Fixia en octobre-novembre dernier, non novembre ou décembre dernier, je sais plus. Et cette histoire, je l'ai en tête depuis ouais, bien, ça doit bien faire 1 an que je l'avais en tête, donc bien avant de commencer à l'écrire. Et en fait, elle n'était pas du tout mûrie dans ma tête. Et je me suis lancée dans ce concours en me disant, bah c'est peut-être l'occasion de la mûrir, et voilà. Et en fait, je suis pas du tout satisfaite de comment j'ai organisé les trucs et comment c'est fait. J'ai eu une idée en écrivant cette histoire, les premiers chapitres, il y a une idée qui m'est apparue que j'ai trouvé géniale, que je vais réutiliser dans la prochaine version, et que je vais décliner autrement parce que vraiment cette idée m'a plu et les lecteurs m'ont laissé des commentaires comme quoi l'idée était cool. Donc voilà, pour ça aussi c'est bien de participer à des concours et d'écrire. Mais par contre, je ne la continue pas telle quelle parce que en fait, elle aura plus rien à voir, je pense. Il y aura évidemment le pitch de départ, etc., mais elle va être écrite complètement différemment. Et pour l'instant, je suis pas satisfaite des idées que j'ai dans ma tête, donc je la mets de côté et j'y reviendrai sûrement un jour, mais pas pour l'instant. Donc ça, c'est les 2 trucs que vous trouverez sur Fixia et qui ne vont pas avancer pour l'instant. En revanche, j'ai 2 nouveaux projets. Le premier, je l'ai commencé au tout début du confinement. Dès que j'avais terminé de retravailler, en fait j'avais retravaillé, j'avais terminé après le silence, j'avais retravaillé le ballon de la paix et j'avais terminé Vieille amitié ne craint pas la rouille. Et j'ai tellement pris de plaisir à écrire Vieille amitié ne craint pas la rouille, j'ai eu une nouvelle idée d'histoire young adulte, donc des lycéens, et que j'ai commencé à écrire. L'histoire a déjà le nom, j'ai déjà mes personnages, j'ai déjà la trame, j'ai déjà les grandes lignes, j'ai déjà écrit, je sais pas, 4 ou 5 premiers chapitres. Et dans cette histoire, on va parler de la surdouance, on va parler de l'échec scolaire, on va parler d'une particularité d'un des personnages, c'est qu'il y a une maladie rare que très peu d'enfants ont en France et qui ne sont jamais mis à l'honneur, ou très très rarement dans les histoires ou dans les films. Ouais, j'avais envie de mettre à l'honneur des personnes qu'on a tendance à stigmatiser, qui se sentent en tout cas à part, uniques, etc. Et j'avais envie de montrer qu'en fait, tout le monde est unique, mais que elles sont belles, elles sont magnifiques, et elles ont des choses à apporter au monde, et que leurs questionnements, leurs doutes, voilà, tout ça, c'est légitime, mais il y a des manières de trouver sa place malgré le fait de se sentir différent. Donc cette histoire, je l'ai commencée comme je vous ai dit, et puis je l'ai laissée de côté parce que il manquait un truc, pas au niveau de l'histoire, mais comme je vous ai dit, pendant 3 mois, il manquait un truc pour écrire. Et donc je l'ai laissé, j'ai arrêté d'écrire, et puis j'ai eu une nouvelle idée d'une autre histoire, et je me suis dit, bah, je vais écrire cette nouvelle histoire, et on verra bien, je reviendrai sur ma young adulte plus tard. Cette nouvelle histoire, je vous en dis pas trop, c'est un feel good, c'est-à-dire que ça part d'une problématique d'un personnage qui a des grosses difficultés, et des difficultés qui sont pas si rares, pas si exceptionnelles malheureusement, qui touchent énormément de personnes, et que j'ai frôlé, que j'ai, je pense, touché du bout du pied, peut-être un peu plus du bout du pied, ça aurait pu monter beaucoup plus haut, mais je pense que j'y suis arrêtée avant. Et en fait, c'est la reconstruction après cette épreuve-là.
Et cette femme, elle a la quarantaine. Donc on est dans un passage, voilà. Et en fait, elle va accueillir chez elle une étudiante en échange d'une chambre qu'elle lui prête. L'étudiante va faire quelques services pour elle en échange de la gratuité de la chambre. Comme ça, c'est donnant-donnant. Et va se créer une histoire d'amitié entre ces deux femmes. Chacune va apporter à l'autre. Et la jeunesse va permettre, la jeunesse et la tendresse de l'étudiante va permettre à la Quadra de se voir différemment, de revivre petit à petit. Et elle va apporter de son expérience à la petite jeune qui a tendance à se faire marcher sur les pieds. Et donc je suis en train de créer cette histoire et là depuis quelques jours j'écris tous les jours et ça avance très bien. Cette histoire, j'hésite parce qu'il y a à nouveau le concours, le prix Femmes Actuelles sur les nouveaux auteurs, donc pour 2021. Donc il faudrait rendre le manuscrit avant mi-septembre, je crois, le 20 septembre il me semble. Donc il faudrait que j'ai fini mon histoire d'ici là. Par contre, une fois qu'elle est dans les clous de ça, je ne peux plus y accéder, y toucher pendant jusqu'à l'annonce des textes qui vont en finale. Et ça, on le sait grosso modo vers janvier, février. Et après, voilà. Donc soit je fais ça, soit je garde mon histoire en espérant que sur Fixia, il y a à nouveau un concours de romans de l'été. Et que du coup, mon histoire entrerait pleinement. Ça serait, je pense, après les déboussolés anonymes, peut-être même avant les déboussolés anonymes, l'histoire qui entrerait le plus dans le thème, enfin qui vraiment parlerait le plus à un maximum de personnes, je pense. Après, je peux me tromper. Voilà, mais Fixia, c'est toujours la même chose. C'est que si je participe avec et que je publie les premiers chapitres, eh ben, pendant 2 ans, je ne peux rien faire de mon texte. Ils ont la priorité. Et si je vais pas en finale et si je gagne pas, c'est encore une fois un texte qui est bloqué pendant 2 ans. Donc je réfléchis beaucoup à ça. C'est pour ça que je vous dis pas trop de quoi parle ce texte. Parce que je suis en train de l'écrire, que les choses peuvent encore changer et que j'ai pas envie que vous fassiez de fausses idées. Et je sais pas encore ce que je vais en faire. Je me laisse jusqu'à septembre pour me décider. En attendant, il y a le concours Dieu et déesse qui arrive et avec lequel je participe avec mon histoire réécrite de Après le silence. Voilà, le journal d'écriture long, mais j'avais envie de faire le point avec vous. Ça me permet moi aussi de faire le point avec moi-même. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très vite pour vous faire une vidéo, pour vous expliquer le pourquoi du creux des 3 mois. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis pour vous parler d'autres plus petits projets, comme des textes mis en images sous forme de vidéo, comme j'ai déjà fait, comme je vous en ai parlé dans la vidéo numéro 1, qui là peuvent arriver un peu à tout moment, selon le temps que je dispose, parce qu'en fait il y a le fait d'avoir l'idée de texte, le fait de travailler les textes, et là je suis assez exigeante, c'est beaucoup plus d'exigence que quand on écrit un manuscrit d'un roman, parce que sur une page ou 2 de texte, chaque mot a son importance. Et il y a aussi le choix des images, du coup après le montage vidéo. Donc ça prend aussi du temps. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.